Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission À vos droits. Aujourd'hui, je suis avec Thomas, étudiant en droit à l'Université catholique de Lille, qui va nous présenter le PACS à travers différentes questions pratiques pour illustrer les différentes phases et problèmes du PACS. Bonjour à tous, merci Grégoire pour votre invitation. C'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Alors pour commencer, on peut peut-être définir le PACS. Donc le PACS est un contrat sans formalisme particulier et donc comme tout contrat, il est possible d'y insérer des clauses qui vont permettre d'organiser la vie des partenaires en commun, donc, du moment que ces clauses ne soient pas contraires à l'ordre public. C'est bien ça, Thomas? Oui, tout à fait Grégoire. Donc on peut donc commencer avec le cas de Caroline qui souhaite se paxer mais ne connaît pas la procédure pour justement se paxer. Et donc elle a une amie qui s'est récemment paxée et l'a fait devant un notaire. Caroline se demande si elle aussi elle va devoir recourir au service de son notaire. Alors non, il n'est pas nécessaire de recourir au service de son notaire. Il est possible d'établir soi-même son PACS et de le déposer ensuite directement en mairie. Pour cela, si elle le souhaite, elle peut s'inspirer de différents modèles basiques qui existent sur Internet. Mais cependant, afin d'avoir pleinement conscience de son engagement et d'être aussi conseillée en fonction de sa situation personnelle, il est préférable que Caroline se rapproche de son notaire. D'accord, mais elle s'interroge également sur le fait de savoir si, comme pour le mariage, il existe différents régimes applicables au PACS. Tout à fait. Depuis la réforme de 2006, les partenaires pacsés ont la possibilité de choisir entre deux régimes, donc soit l'indivision ou soit la séparation de biens. Nous pouvons donc conseiller à Caroline de se rapprocher de son notaire qui lui conseillera un PACS au vu de sa situation personnelle. Donc. Tout à fait. Ensuite, on a le cas de Maxime et de sa femme qui hésitent entre le mariage et le PACS. Il voudrait savoir concrètement à quoi il s'engage s'il opte pour le PACS au regard de la loi. Mais pour lui, les obligations entre partenaires et entre époux sont finalement aujourd'hui les mêmes. Vous pouvez peut-être l'éclairer sur ce point? Alors là, donc non, Maxime se trompe. Il existe des différences entre les obligations de la vie courante, même si depuis la réforme de 2006, on pourrait constater un certain rapprochement entre les deux régimes, donc du PACS et du mariage. Et on peut prendre par exemple le cas de la solidarité des partenaires à l'égard des tiers concernant les dettes de la vie courante, qui est à peu près similaire. Par contre, concernant le PACS, le Code civil ne prévoit qu'une aide matérielle et une assistance réciproque au lieu des contributions aux charges du mariage. Et de plus, contrairement au mariage, dans le PACS, aucune relation sexuelle n'est exigée entre les partenaires depuis un arrêt du 8 mars 2017, ce qui peut donc faire du PACS un outil purement patrimonial. D'accord, très bien. Ensuite, étudions le cas de Chloé, qui, elle, ne supporte plus son partenaire. Donc. Elle souhaite le quitter, mais se demande quelles sont les formalités à effectuer pour mettre fin au PACS, mais également s'interroge sur l'avenir des biens du couple. Il est à noter également que Chloé s'est pacsée en 2015 sous le régime de la séparation de biens. Que va-t-elle devoir faire ici? Alors d'abord, concernant la procédure en général, elle est beaucoup plus légère que celle du divorce, et en plus la rupture unilatérale est possible. Ensuite, pour répondre à la question de Chloé concernant la procédure, tout dépend en fait des formes initiales de l'enregistrement du PACS et aussi de la question de savoir si elle seule demande la rupture du PACS ou si son partenaire est d'accord. Ici, justement, Chloé nous a précisé qu'elle s'était pacsée chez son notaire et elle seule veut se séparer de son partenaire. Alors, dans ce cas, Chloé doit demander à un huissier de justice de signifier sa décision à son partenaire, mais aussi à son notaire, et c'est ce dernier qui va enregistrer la dissolution du PACS. D'accord, en effet, la procédure apparaît beaucoup plus simple que dans le cadre d'un divorce, par exemple. Mais concernant les biens de Chloé et de son partenaire, donc, que vont-ils devenir, eux? Alors, il faudra ensuite liquider le régime, c'est-à-dire répartir les biens qui ont été acquis pendant le PACS. Alors, comme le PACS de Chloé s'est fait sous le régime de la séparation de biens, Chloé va pouvoir récupérer ses biens propres et son partenaire les siens. Et concernant les biens communs, ils vont être en indivision. Il est préférable, lors de la dissolution du PACS, de sortir de l'indivision, car la gestion des biens qui sont sous le régime de l'indivision entraîne parfois des blocages, notamment en cas de mésentente entre les indivisaires, donc entre les ex-partenaires. Oui, mais cependant, Chloé était surtout inquiète car elle a financé une partie des travaux d'un immeuble qui appartient au nom propre à son partenaire. Et elle souhaite du coup récupérer les sommes qu'elle estime avoir investies dans les travaux. Comment ça va se passer dans ce cas? Alors, dans le cadre du PACS, il n'existe pas, à proprement parler, le mécanisme connu pour les époux des récompenses, mais le Code civil prévoit quand même un calcul de créances entre partenaires qui est assez similaire à celui des époux. Donc, entre les partenaires, comme il n'y a pas de masse commune, c'est une compensation qui a lieu entre les patrimoines personnels des partenaires. Et donc ici, Chloé pourra réclamer les sommes qu'elle a investies dans l'immeuble de son partenaire. D'accord, on peut donc constater que comme pour les époux, ici, il y a également une recherche de l'équité entre les partenaires en cas de rupture d'un PACS alors.
Ensuite, nous avions Thibaut qui est désespéré car sa partenaire Hélène est atteinte d'une grave maladie et souhaite donc savoir s'il est possible d'organiser sa succession par avance, donc, car il a entendu que les partenaires ne sont pas héritiers l'un de l'autre. Qu'est-ce que vous conseillez dans ce cas? Alors tout à fait, Thibaut a raison. Juridiquement, les partenaires sont considérés comme des étrangers entre eux au moment de la succession. Mais il est possible, comme vous l'avez dit, de par avance, de prendre des dispositions pour qu'ils puissent avoir des droits dans la succession d'Hélène. Et donc concrètement, par quels moyens Hélène peut-elle désigner Thibaut comme son héritier? Alors Hélène dispose de plusieurs outils, dont le plus simple et le plus connu qui est le testament. Cependant, si Hélène a des enfants, il faudra prendre en compte ce qu'on appelle la réserve héréditaire des enfants, et du coup le testament ne pourra porter que sur la quotité disponible. À ce sujet, Thibaut nous a précisé qu'Hélène avait 2 enfants issus d'un premier mariage. Donc au final, quelle est la part que Hélène pourra transmettre à Thibaut? Alors dans ce cas, Hélène pourra faire un testament pour léguer à Thibaut au maximum 1/3 de son patrimoine. Cependant, Hélène a d'autres possibilités que le testament. Elle peut par exemple lui faire une donation ou établir Thibaut comme bénéficiaire d'une assurance vie. Justement, vous parlez de l'assurance vie. Ne peut-elle pas être plus efficace dans le cas d'Hélène pour justement éviter à Thibaut de payer trop de frais de succession? Alors en effet, il existe de nombreux abattements fiscaux sur les droits de transmission issus d'une assurance vie pour un montant de 152 000 euros. De plus, le principal avantage de l'assurance vie, c'est que les sommes qui sont transmises par ce moyen ne rentrent pas dans le calcul de la succession. Et dès lors, ces sommes vont pouvoir s'ajouter à des sommes qui ont déjà été transmises, par exemple par testament ou par donation. D'accord, donc il semble donc avantageux de cumuler un testament avec une assurance vie. Donc. Ouais. Mais vous avez également évoqué le cas de la donation. Est-ce une bonne idée dans le cas de partenaires comme le sont Thibaut et Hélène? Alors les donations peuvent paraître comme de fausses bonnes idées, car d'une part, il faut prendre en compte la réserve héréditaire des enfants, donc comme pour le testament, mais en plus, les donations sont irrévocables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont établies, on ne peut plus les annuler, et donc ça peut poser problème en cas de dissolution, en cas de rupture du Pacs. Donc là, le testament paraît l'outil à la fois le plus souple et le plus protecteur des parties. D'accord, on peut donc se rendre compte que à travers ce cas, par exemple, que le Pacs est aménageable donc de façon à protéger les partenaires plus ou moins finalement comme des époux. Ouais. Mais cependant, existe-t-il des droits successoraux qui ne se transmettent que par le mariage et non par le Pacs? Oui, donc il faut faire attention quand même parce que le Pacs reste globalement moins protecteur que le mariage. Par exemple, la Cour de cassation refuse depuis toujours de reconnaître le droit aux partenaires survivants de bénéficier de la pension de réversion. D'accord. Et il me semble également que dans le cadre du Pacs, le partenaire ne puisse pas bénéficier du droit viager au logement, contrairement au mariage. Donc. Alors oui, vous avez raison, le droit viager n'est pas possible pour les partenaires, mais le partenaire pourra toujours, dans un testament à l'avance, donc prévoir de léguer l'usufruit du logement de la famille au partenaire survivant. Et comme ça, au décès du partenaire, le partenaire survivant pourra continuer à jouir du bien comme avant. Mais de toute façon, même s'il n'y a pas eu de testament, durant l'année qui va suivre le décès, le partenaire survivant pourra continuer à rester gratuitement dans le logement de la famille. Donc c'est ce qu'on appelle le droit temporaire au logement. Cependant, ce droit temporaire au logement n'est pas d'ordre public, c'est-à-dire que dans le cadre du Pacs, les partenaires peuvent l'écarter par testament. D'accord, merci Thomas pour toutes ces réponses qui, j'espère, ont aidé nos spectateurs. C'est maintenant la fin de notre émission à vos droits. À bientôt, au revoir. Au revoir.